Certains n'ont pas besoin de changer, ils ont besoin de s'effondrer, parce qu'il ne s'agit pas d'améliorer ce que tu es, il s'agit de détruire ce que tu as prétendu être pendant des années. Tout ce personnage construit pour plaire, pour s'intégrer, pour ne pas déranger. Cette version domestiquée de toi, éduquée par la peur, soutenue par la culpabilité, est programmée pour obéir. Ce toi qui sourit pendant qu'il se trahit, qui se tait pendant qu'il pourrit de l'intérieur, qui répète ce que tout le monde attend pendant qu'à l'intérieur, il crie pour quelque chose de réel. Et non, ce n'est pas du développement personnel de foire, ce n'est pas de la motivation sucrée, ni des phrases de tasse de café, c'est une confrontation. Une déclaration de guerre à l'auto-tromperie, aux excuses que tu répètes chaque jour, au confort qui te maintient brisé mais immobile, et à la voix faible avec laquelle tu justifies de ne pas avoir encore commencé. Parce que si tu continues à vivre comme tu le fais maintenant, ce n'est pas parce que tu ne peux pas changer. C'est parce qu'au fond, tu préfères encore être le personnage qui te protège de ta propre vérité. Mais je te le dis clairement, vivre dans la peur est plus épuisant que de l'affronter. Et continuer à chercher la validation est plus humiliant que de la perdre. Ici, il ne s'agit pas de réparer ta vie de l'extérieur. Il s'agit de l'embraser de l'intérieur, de faire la paix avec ton ombre, de transformer tes fissures en chemin, pas en condamnation. Ce processus que tu es sur le point d'écouter n'est pas confortable, mais il est réel. Ce sont 8 leçons stoïciennes pour celui qui en a assez de faire semblant, de courir après tout le monde et de vivre piégé dans des émotions qui dictent chaque pas. Ce ne sont pas des conseils de magazine. Ce sont des principes qui, si tu les appliques, ne te feront pas te sentir mieux. Ils te rendront plus fort. Tu ne sortiras pas indemne de cette vidéo. Mais si tu prêtes attention, tu en sortiras libre. 1. Brise le personnage que tu as créé pour t'intégrer. Sais-tu ce qui est plus effrayant que l'échec? Passer ta vie à jouer un rôle que tu n'as même pas écrit. Tu l'as fait par peur. Peur de ne pas être suffisant, d'être rejeté, d'être pointé du doigt pour être toi-même. Alors tu as commencé à te modeler, tu as parlé différemment, tu as tué ce qui faisait mal, tu as exagéré tes vertus, tu as caché tes blessures et le pire de tout, tu as commencé à croire que ce personnage, c'était toi. Mais tu ne l'es pas, tu ne l'as jamais été. Et si en ce moment tu sens que quelque chose en toi est épuisé, frustré ou vide, c'est parce que le mensonge pèse maintenant plus que la peur originelle qui t'a obligé à le créer. Parce que prétendre est fatigant, prétendre te brise, prétendre te déconnecte. Et quand tu vis à partir de ce déguisement, peu importe combien tu sembles tout contrôler, tu auras toujours l'impression que quelque chose ne va pas. La plupart des gens n'ont pas besoin de trouver leur but. Ils ont besoin d'arrêter de jouer, parce que tant que tu maintiens ce personnage actif, il n'y a pas de vérité qui puisse entrer, pas d'authenticité qui puisse grandir, pas de transformation qui puisse se produire. Et bien sûr, le briser fait mal, parce que ce personnage t'a protégé, il a été ton bouclier, ton masque social, l'excuse parfaite pour ne pas montrer ce que tu ressens vraiment. Mais il a aussi été ta prison. Et si tu ne brises pas cette structure, tu vas mourir en étant une version éditée de toi-même. Maintenant, voici où intervient le stoïcisme. Non pas comme une ancienne philosophie, mais comme un outil extrêmement pratique. Les stoïciens ne parlaient pas de plaire, ils parlaient de vertu. Ils ne te disaient pas de t'intégrer, ils te disaient d'être libre. Et la liberté commence au moment où tu arrêtes de vivre selon ce que les autres attendent et commences à agir selon tes principes, non pas à partir de ce que tu sembles être, mais de ce que tu es. Tu veux briser le personnage? Fais-le vraiment. Observe tes comportements et demande-toi, est-ce que je fais cela parce que j'y crois ou parce qu'on l'attend de moi? Est-ce que je dis cela par conviction ou pour obtenir l'approbation? Chaque fois que la réponse est externe, tu nourris le personnage. Et chaque fois que tu en prends conscience, tu affaiblis son contrôle. Arrête de t'excuser. Arrête de négocier ton authenticité pour l'acceptation.
Tu ne construiras rien de puissant à partir du faux. Tôt ou tard, tout ce qui naît du mensonge tombe. Mais ce qui naît de ta vérité, même si cela fait mal au début, même si cela dérange, même si cela te laisse seul pendant un moment, cela reste. Cela te libère. Tu n'as pas besoin de te réinventer. Tu as besoin de te dépouiller, comme un serpent qui change de peau, mais pas d'essence. Tu dois te débarrasser des couches de ce que tu devrais être, de ce qu'on t'a dit que tu étais, de ce que tu pensais devoir être pour survivre. Parce que oui, ce personnage est né de la peur, mais continuer à le soutenir est ton choix. Et chaque jour où tu le maintiens en vie, tu choisis de rester attaché. Alors brise tout. Mais que ce qui se brise ne soit pas ton essence. Que ce qui se brise soit ce qui ne t'appartient plus. Parce que ce n'est que lorsque tu brises le personnage que commence ta véritable histoire. Et dans cette histoire, il n'y a pas de place pour les masques, seulement pour la force, la présence et la vérité. 2. Libère-toi de l'écho des opinions des autres. Tu vis avec trop de voix dans ta tête qui ne sont pas les tiennes. La voix de celui qui t'a critiqué dans ton enfance, celle du professeur qui t'a sous-estimé, celle de cette personne que tu as aimée et qui t'a fait sentir que tu n'étais jamais assez. La société, ta famille, tes amis, tous ont une opinion sur la façon dont tu devrais être, penser, t'habiller, vivre, parler. Et toi, tu portes chacune de ces voix comme si elles te définissaient, comme si elles étaient des vérités absolues. Mais elles ne le sont pas. Ce ne sont que des échos. Et le danger d'un écho, c'est qu'il se répète encore et encore, jusqu'à ce que tu finisses par croire qu'il t'appartient, jusqu'à ce que tu finisses par construire toute ta vie autour de ce que les autres pensent, attendent ou jugent. Alors, tu ne t'habilles pas comme tu le souhaites. Tu ne parles pas comme tu le ressens. Tu ne rêves pas en grand par peur qu'on te traite de ridicule. Et le pire de tout, tu ne décides pas de ta vie pour toi-même. Tu la décides pour les autres. Et ça, écoute bien, c'est une forme silencieuse d'esclavage. Parce que tant que ton estime de toi dépendra de l'approbation externe, tu seras vulnérable, manipulable, faible. Il suffira d'un commentaire mal intentionné pour te faire douter. Une critique pour détruire ta journée. Une moquerie pour détourner ton chemin. Et tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas compris à temps que le respect le plus important ne se réclame pas. Il se construit de l'intérieur. Le stoïcisme le disait crûment. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux décider combien cela t'affecte. Épictète affirmait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cela s'applique aussi aux personnes. Ce n'est pas la critique qui fait mal, c'est l'importance que tu lui donnes. Ce n'est pas la moquerie qui te blesse, c'est l'autorité que tu lui accordes. Au moment où tu donnes du pouvoir à une autre opinion, tu renonces au tien. Libère-toi, mais vraiment, pas à moitié, pas avec de jolies phrases qui sont ensuite contredites par tes actions. Libère-toi de la peur de décevoir, de l'impulsion de t'expliquer tout le temps, du besoin de justifier chaque pas. Personne qui est vraiment concentré sur sa croissance ne va pas par là à donner son avis sur tout le monde. Seul le fait celui qui ne se supporte pas lui-même. Alors, pourquoi lui donner de la valeur? Tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin d'être fidèle à toi-même, tu n'as pas besoin d'être applaudi, tu as besoin d'être cohérent. Chaque fois que tu te tais par peur de déranger, tu te trahis. Chaque fois que tu décides à partir du qu'en dira-t-on, tu te nies. Et chaque fois que tu crois que tu vaux plus quand les autres t'approuvent, tu perds le contrôle de ta vie. La liberté ne commence pas quand les autres te respectent. Elle commence quand tu ne dépends plus de leur opinion pour vivre en paix. Parce qu'alors quelque chose de brutal se produit. Tu deviens imprévisible, immune, magnétique. Parce que ni les applaudissements ni le rejet ne t'affectent plus. Tu n'as plus besoin de convaincre, de prouver ni de déguiser. Tu es simplement. Et ça, dans un monde où tout le monde joue un rôle, c'est une menace pour ceux qui ne supportent pas de voir quelqu'un de libre. Alors fais-toi cette promesse aujourd'hui. Je ne vivrai plus pour plaire, ni pour éviter le jugement. Je vivrai à partir de ma vérité. Et celui qui comprend, tant mieux. Et celui qui ne comprend pas, tant pis. Parce que ta vie,
n'est pas à vendre, et ta paix n'est pas négociable. 3. Rentre chez toi émotionnellement avec toi-même. On t'a appris à tout chercher à l'extérieur, le bonheur, l'amour, la reconnaissance, la sécurité, la tranquillité. Depuis que tu as de la mémoire, tu as regardé vers le monde en espérant que quelque chose ou quelqu'un te complète. Mais personne ne t'a dit que l'endroit que tu évitais le plus était le seul capable de te donner ce que tu cherches tant, toi. Et oui, cela peut sembler étrange de dire « rentre chez toi avec toi-même », mais réfléchis un instant. Combien de temps as-tu passé à vivre déconnecté de ce que tu ressens, de ce dont tu as besoin, de ce que tu es vraiment? Tu as été si occupé à survivre, à répondre aux attentes, à réagir à ce qui se passe, que tu as oublié quelque chose de fondamental. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle, tu es ici pour t'habiter. Vivre émotionnellement loin de soi-même, c'est comme être dans une maison sans porte. N'importe qui entre. N'importe qui donne son avis, n'importe qui reste. Et toi, tu t'adaptes, tu cèdes des espaces, tu donnes ton énergie à tout ce qui est externe, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a un vide qui devient de plus en plus bruyant. Le stoïcisme n'a jamais dit que tu devais supprimer les émotions. Ce qu'il enseignait, c'était à les gouverner, à les comprendre, à ne pas les laisser te dominer. Parce que lorsque tu ne t'habites pas émotionnellement, tu es l'esclave de ce qui se passe à l'extérieur. Si quelqu'un t'ignore, tu te sens invisible. Si quelqu'un t'approuve, tu te crois précieux. Si quelqu'un te rejette, tu te crois insuffisant. Et ce n'est pas vivre, c'est réagir constamment à des impulsions que tu ne peux pas contrôler. Vivre de l'extérieur est le chemin direct vers l'épuisement. Tu es là, donnant tout, attendant quelque chose en retour, et quand cela n'arrive pas, tu t'effondres. Mais quand tu rentres chez toi, quand tu te choisis en premier, quand tu apprends à t'asseoir avec toi sans avoir peur du silence, tu commences à reprendre le pouvoir. Tu ne réagis plus, tu décides. Tu ne mendies plus l'affection, tu te la donnes. Tu ne poursuis plus la paix, tu l'habites. Et comment fait-on cela? En ayant le courage de regarder à l'intérieur, même si ce que tu trouves ne te plaît pas. Tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps. Tu as besoin d'être présent avec toi-même dans tout ce qui t'arrive. Si tu es triste, tu le reconnais. Si tu es frustré, tu l'acceptes. Tu ne le maquilles pas. Tu ne le réprimes pas. Tu ne le nies pas. Tu te parles avec vérité. Tu t'accompagnes comme personne ne l'a jamais fait. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à te reconstruire de l'intérieur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'ordre. Parce que si tu ne vas pas bien avec toi-même, tout ce que tu donnes sera instable, même ce que tu donnes avec amour. Tu ne peux pas donner à partir du vide. Tu ne peux pas te connecter avec les autres si tu es déconnecté de toi-même. Tu ne peux pas vivre libre si tu t'abandonnes émotionnellement. Rentrer chez soi, c'est fermer les cycles que tu as laissés ouverts. C'est t'asseoir avec ta douleur sans la déguiser. C'est retrouver ton centre. Et quand tu le fais, ça se voit. Ça se voit dans ta façon de parler, dans le calme que tu transmets, dans la confiance avec laquelle tu marches, non pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que tu ne fuis plus, parce que tu es avec toi, et cela suffit. Fais la paix avec ton histoire, avec tes émotions, avec ton passé, non pas pour le justifier, mais pour arrêter de te battre avec toi-même chaque fois que quelque chose te rappelle qui tu étais. Rentre chez toi. Peu importe combien de temps tu as été loin. Cet endroit t'attend toujours. Et c'est le seul à partir duquel tu pourras construire quelque chose qui soit vraiment à toi. 4. Que ton silence parle plus fort que tes mots. Un volcan n'a pas besoin de rugir pour être craint. Sa seule présence impose le respect. Tu peux être devant lui, en silence complet, et pourtant ressentir sa force contenue, son histoire de feu, sa puissance endormie. C'est ainsi qu'est une personne qui a appris à se dominer. Elle n'a plus besoin de crier pour se faire remarquer, car son silence dit tout. Le vrai silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de maîtrise. C'est lorsque tu sais que tu pourrais écraser avec une seule phrase, mais tu choisis de ne pas le faire.
C'est lorsque tu te rends compte que tout dire ne te rend pas plus sage, seulement plus prévisible. Et dans un monde où tout le monde se bat pour donner son avis, corriger, crier ou se défendre, se taire intentionnellement est une révolution. Beaucoup confondent le silence avec la faiblesse. Ils pensent que celui qui ne répond pas ne peut pas, parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il a abandonné. Mais celui qui est vraiment calme n'est pas faible. Il est dangereux, parce qu'il n'a plus besoin de s'imposer. Il n'a plus besoin de convaincre. Il n'a plus besoin de se battre pour ce qu'il a déjà décidé de lâcher. Et cela, dans un monde réactif, est intimidant. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de supprimer ce que tu ressens, mais de décider ce qui mérite ton énergie. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Mais cela ne peut être fait que par celui qui a cessé de dépendre du conflit pour se sentir vivant. Parce que lorsque ta vie est construite à partir de la réaction, tout te consume. Mais quand elle est construite à partir du centre, rien ne t'entraîne. Le silence sage n'évite pas le conflit. Il le transcende, parce qu'il comprend que toutes les guerres ne méritent pas sa présence, que répondre à celui qui n'écoute pas est donner du pouvoir, que continuer à s'expliquer à celui qui veut seulement avoir raison est un acte inutile, et que parfois, rester silencieux est la façon la plus claire de fermer une porte sans besoin de scandale. Sais-tu quand tu grandis vraiment? Quand tu ne ressens plus l'urgence de t'expliquer tout le temps. Quand tu te rends compte que celui qui veut comprendre le fera sans que tu parles, et celui qui ne veut pas, même en criant, ne changera pas d'avis. Alors, tu choisis le silence, non pour fuir, mais pour préserver ta paix. Et il ne s'agit pas de tout garder jusqu'à ce que tu exploses. Il s'agit de ne répondre que lorsque c'est nécessaire, que chaque mot de toi soit si réfléchi que lorsque tu parles, tout le monde écoute. Parce que ta voix n'est plus du bruit, c'est un message. Et ce que tu ne dis pas se ressentira de la même manière. Parce que ton énergie n'a plus besoin de volume, seulement de direction. Le silence éduque aussi. Il te montre combien tu as guéri, combien tu te contrôles, combien tu comprends. Parce que celui qui réagit à tout n'est pas en contrôle. Il est à la merci de ses émotions. Mais celui qui observe, respire et se tait ne le fait pas par lâcheté. Il le fait parce qu'il choisit de ne pas descendre au même niveau. Que ton silence soit ferme, qu'il ne cache pas la peur, mais la clarté, qu'il ne soit pas une évasion, mais un choix. Parce que lorsque tu maîtrises le silence, tu n'es plus sur la défensive, tu es dans ton centre. Et de là, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ta présence dit tout. Que chaque fois que tu décides de te taire, tu le fasses avec la certitude que cela, précisément cela, est ce qui transmet le plus de force. 5. Sois tellement réel que cela dérange le monde qui fait semblant. Un miroir propre ne reflète pas seulement ce qui est devant. Il révèle aussi ce que beaucoup ne veulent pas voir. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent les vitres embuées. Cela leur permet de déformer leur image, d'éviter la vérité et de maintenir l'illusion que tout va bien. Mais il suffit qu'arrive quelqu'un avec de la clarté, de la présence, de l'authenticité pour que ce miroir se nettoie d'un coup. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Ta vérité, lorsqu'elle est vécue sans filtre, devient ce miroir. Non pas parce que tu critiques, non pas parce que tu corriges, mais simplement parce qu'en étant toi-même, tu montres ce que les autres ont évité de voir en eux-mêmes. L'authenticité, aujourd'hui plus que jamais, est devenue un acte révolutionnaire. Car nous sommes entourés d'apparences soigneusement construites, de mots vides, de sourires faux, de discours qui sonnent bien mais ne tiennent pas dans la pratique. Dans ce théâtre, ton apparition, avec tes convictions claires, ta vérité sans fioriture, ta cohérence dans le regard, est une menace. Parce que si tu oses être réel, tu montres que c'est possible. Et cela dérange ceux qui ont passé des années à soutenir un personnage. Le stoïcisme ne parlait pas de s'adapter au monde, il parlait de rester ferme face à lui. Être réel, du point de vue stoïcien, ne signifie pas dire tout ce que tu penses sans filtre. Cela signifie vivre selon tes valeurs, agir avec intégrité et ne pas te trahir pour plaire. C'est une forme de respect de soi. Une déclaration silencieuse que ta paix vaut plus que l'approbation des autres.
Bien sûr, ce ne sera pas facile. Les personnes authentiques ne sont pas toujours bien accueillies. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas être manipulées. Parce qu'elles ne disent pas ce qu'on attend, mais ce qu'elles ressentent vraiment. Parce qu'elles ne s'adaptent pas à ce qui dérange leur conscience. Parce qu'elles ne sont pas à vendre. Et cela fait mal à celui qui a construit son monde autour de masques et d'apparences. Être réel va faire que certains s'éloignent. Non pas parce que tu es un problème, mais parce que ton existence les confronte. Et c'est là que tu dois te rappeler ceci. Tu n'es pas venu dans ce monde pour plaire, tu es venu pour être. Et quand tu es sans excuse, sans maquillage émotionnel, sans besoin de t'intégrer, quelque chose en toi se libère. Tu arrêtes de négocier tes principes pour appartenir. Tu arrêtes d'adoucir ta voix par peur de la réaction. Tu arrêtes de regarder autour de toi en cherchant la permission d'agir. Tu commences à vivre de l'intérieur et cela te donne une force qui ne dépend plus de personne. Le prix d'être toi est élevé. Mais le coût de ne pas l'être est encore plus grand. Parce que quand tu fais semblant pour que les autres se sentent à l'aise, tu te mets mal à l'aise. Quand tu mens pour éviter le conflit, tu te déchires de l'intérieur. Quand tu répètes ce que tout le monde dit pour ne pas paraître étrange, tu trahis ce que tu sais être vrai. Et cette trahison, répétée jour après jour, finit par te vider. Alors sois tellement réel que tu déranges, que ta seule présence mette en lumière ce que les autres cachent, non pas par arrogance, mais par cohérence, non pas pour attaquer, mais pour inspirer, non pas pour te démarquer, mais pour exister avec dignité. Parce que dans un monde qui fait semblant, celui qui ose être authentique devient une force qui ne peut être ignorée. Et c'est ta tâche, être vrai, même si cela dérange. Parce que c'est là que commence le véritable changement. 6. Offre depuis l'abondance, non depuis la dette. Un compte bancaire à découvert ne peut pas continuer à prêter de l'argent sans conséquence. Tu peux essayer, oui, mais chaque retrait devient un nouveau trou, un nouveau fardeau, une nouvelle crise. Il en va de même lorsque tu donnes à partir du vide émotionnel. Tu sembles généreux, mais ce que tu fais, c'est te mettre en dette avec toi-même. Et cela, même si tu ne le remarques pas au début, te saigne à blanc de l'intérieur. Beaucoup confondent l'amour avec le sacrifice constant. Ils pensent que donner plus qu'ils n'ont est un acte de noblesse, que se donner sans mesure est une preuve d'engagement, qu'être toujours là pour les autres est synonyme de bonne personne. Mais si tu creuses un peu plus, tu découvres que bien souvent, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur de ne pas être accepté si tu ne donnes pas tout. Peur d'être abandonné si tu n'es pas disponible 24 heures sur 24. Peur de perdre l'affection si un jour tu oses fixer des limites. Le stoïcisme enseigne quelque chose de fondamental. Ce que tu fais doit naître de la vertu, non du besoin. Donner par besoin d'approbation n'est pas une vertu, c'est une dépendance. Et toute dépendance crée du ressentiment avec le temps. Parce qu'à la fin, celui qui donne, en espérant recevoir en secret, finit par se sentir frustré lorsqu'il n'est pas remboursé à la même monnaie. Et le pire, c'est que l'autre ne sait souvent même pas qu'il était en dette. Donner depuis l'abondance signifie que ce que tu offres ne vient pas du manque, mais de la plénitude. Que tu n'as pas besoin de mendier de l'attention parce que tu es déjà présent avec toi-même. Que tu ne donnes pas de l'affection comme monnaie d'échange, mais comme expression authentique de ce que tu ressens. Et que si tu donnes, ce n'est pas pour t'assurer d'être aimé, mais parce que tu t'aimes déjà assez pour ne pas te donner par morceaux. Cela change complètement la façon dont tu te relates. Parce que quand tu donnes depuis la dette, tout devient une comptabilité émotionnelle. J'étais là pour toi, maintenant tu devrais être là pour moi. Je t'ai aidé, maintenant c'est ton tour. Et sans t'en rendre compte, tu commences à accumuler des factures impayées dans ta tête, en attendant des paiements qui ne viendront peut-être jamais. Cela brise les relations, use les liens, empoisonne l'affection. Mais quand tu donnes depuis l'abondance, il n'y a pas de dette. Il y a un don pur. Il y a la liberté. Si l'autre répond, tant mieux. Sinon, tant pis. Parce que tu ne donnes pas pour obtenir quelque chose, tu donnes parce que tu as quelque chose de réel à partager. Ton énergie, ta présence, ton temps,
Tout naît du choix, non de l'obligation. Comment y arriver? D'abord en te remplissant. Tu ne peux pas continuer à exiger de toi-même de donner si tu ne prends pas soin de toi. Tu ne peux pas être le soutien de tous alors que tu es au bord de l'effondrement. Tu dois apprendre à dire non sans culpabilité, à te reposer sans te sentir égoïste, à te prioriser sans craindre d'être mal interprété. Parce que prendre soin de toi ne te rend pas moins généreux. Ça te rend durable. Deuxièmement, observe tes intentions. Demande-toi avec honnêteté, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de perdre quelque chose si je ne le fais pas? Cette simple question peut briser des années de schémas d'épuisement émotionnel. Parce que quand tu commences à donner avec conscience, tout change. Ton énergie devient plus claire, ta présence plus ferme et ton amour plus authentique. Donne à partir de ce qui te reste, non de ce qui te manque. Partage parce que tu le sens, non parce que tu te sens obligé. Et si à un moment donné tu sens que tu donnes trop, arrête-toi. Non par égoïsme, mais par respect pour toi. Parce que quand tu es plein, ce que tu donnes n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Et cela transforme, cela laisse une trace. 7. Lâche la corde chaque fois que la rivière change de direction. Parfois, s'accrocher est ce qui te fait couler. Imagine que tu es au milieu d'une rivière, tenant une corde qui t'a autrefois donné de la stabilité. Mais l'eau a changé de cours, et tu continues à la tenir de toutes tes forces, ignorant qu'elle ne te mène plus nulle part. Au lieu de te propulser, elle te tire vers le fond. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est reconnaître que ce qui a fonctionné avant n'a plus de sens aujourd'hui. Et plus vite tu l'accepteras, moins d'énergie tu perdras à résister à l'inévitable. Beaucoup sont pris dans l'idée que persévérer est toujours la bonne chose à faire. Que si tu essaies encore, que si tu tiens un peu plus, que si tu continues à forcer la situation, tout s'arrangera. Mais il y a des moments où lâcher prise est la chose la plus sage, la plus forte, la plus stoïque que tu peux faire. Tout ce qui se brise ne se répare pas. Tout ce qui part ne mérite pas d'être poursuivi. Tout ce qui fait mal n'a pas besoin d'être retenu pour avoir de la valeur. Parfois, ce qui fait mal a simplement fini son cycle. Le stoïcisme enseigne à vivre en accord avec la nature, pas contre elle. Cela implique d'accepter les cycles, les changements, les pertes, les tournants inattendus. Parce que la seule constante dans la vie est que rien ne reste pareil. Tout se transforme. Et s'accrocher à ce qui a déjà changé, c'est comme nager à contre-courant. Tu t'épuises, tu te frustres, et tu finis emporté par la force de ce que tu ne peux pas contrôler. Lâche le besoin d'avoir toujours le contrôle. Lâche les attentes qui n'ont pas été satisfaites. Lâche les personnes qui ne sont plus là, non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que rester bloqué dans leur absence ne ramènera pas ce qui a été. Lâche la culpabilité pour ce qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. Lâche le plan que tu avais dans la tête et que la vie a complètement dévié. Non pas comme une forme de résignation, mais comme un acte de libération. Lâcher prise, c'est accepter que certaines réponses n'arriveront pas, que certaines personnes ne comprendront pas, que certaines blessures ne se fermeront pas avec une explication, mais avec le temps et la distance. Et c'est bien. Tout n'a pas besoin d'être résolu pour que tu puisses continuer. Parfois, ce dont tu as besoin n'est pas une solution, mais le courage d'avancer sans avoir toutes les pièces du puzzle. Quand tu apprends à lâcher prise avec conscience, ta vie devient plus légère. Non pas parce que tout s'améliore immédiatement, mais parce que tu arrêtes de porter ce que tu ne peux plus changer. Et cela, en soi, c'est la liberté. Parce qu'au lieu de dépenser de l'énergie sur ce qui est parti, tu peux l'utiliser pour ce qui vient. Et c'est là le véritable pouvoir, rediriger ta force vers ce que tu peux construire. Personne ne t'apprend à lâcher prise. On t'apprend à lutter, à insister, à tenir bon. Mais il arrive un moment où la lutte devient une forme d'auto-tromperie. Et si tu ne lâches pas à temps, tu finis par te perdre toi-même en essayant de sauver ce qui n'a plus de sens. Toute fin n'est pas un échec. Parfois, c'est une porte ouverte déguisée. Et si tu as le courage de lâcher prise, la rivière de la vie te mènera exactement là où tu as besoin d'être.
non pas parce que tu la contrôles, mais parce que tu as enfin osé te laisser porter. Alors lâche la corde, fais confiance à ta capacité d'adaptation, à ta force pour te reconstruire, à ta sagesse pour savoir quand continuer et quand lâcher prise. Parce que celui qui apprend à lâcher prise ne perd pas, il se libère. Et dans cette liberté commence tout ce qui est de nouveau. 8. Transforme tes chutes en partie du chemin, pas en ta condamnation. Un arbre ne cesse pas de grandir parce qu'une branche se casse. Il s'adapte, cicatrise et continue de s'élever. En fait, beaucoup d'arbres tordus ou blessés par les tempêtes sont ceux qui développent le plus de racines profondes. Non pas par chance, mais par nécessité. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Les chutes ne sont pas des interruptions du chemin, elles font partie du processus qui te transforme. Mais si tu décides de les voir comme une condamnation, comme une punition, comme un signe que tu ne vaux rien, alors tu t'arrêtes. Non pas parce que le chemin se termine, mais parce que tu décides toi-même de ne pas continuer. La plupart des gens ne sont pas en échec parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas comment se relever après un coup. Parce qu'ils pensent que s'ils sont tombés, c'est qu'ils ne valent rien. Parce que s'ils ont fait une erreur, ils sont déjà marqués. Mais c'est faux. Tomber ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais ensuite. Et si ta réaction immédiate est de te noyer dans la culpabilité, la honte ou l'auto-abandon, alors la chute t'enterre au lieu de t'enseigner. Le stoïcisme a été clair à ce sujet. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés. Il s'agit de les utiliser. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une stratégie de vie. La chute ne te sort pas du jeu, elle te montre une nouvelle façon de jouer. Ce n'est pas la fin, c'est l'ajustement. Mais pour transformer la chute en leçon, tu dois briser la mentalité qu'on t'a enseignée. Celle qui te dit que se tromper est échouer, que trébucher est reculer, que si tu souffres, tu fais quelque chose de mal. Non. Parfois, la souffrance fait partie du réveil. Parfois, la chute est la seule chose qui peut détruire le faux personnage que tu as construit pour survivre. Et si tu ne tombes pas, tu ne vois pas. Et si tu ne vois pas, tu ne changes pas. Bien sûr que ça fait mal, et bien sûr que ça fait peur, mais personne ne grandit en ligne droite. Personne n'apprend sans se briser. Personne ne devient fort sans avoir ressenti le fond. L'important est que tu ne deviennes pas ta chute, que tu ne restes pas à vivre dedans, à répéter l'histoire de l'erreur comme si c'était ton seul chapitre. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu as décidé de faire avec. Transformer une chute en partie du chemin, c'est avoir le courage de te regarder sans jugement, de dire « Oui, j'ai fait une erreur, mais je suis toujours là. Oui, j'ai souffert, mais je ne renonce pas. Oui, j'ai perdu, mais je ne suis pas fini. » Parce que tant que tu continues à respirer, tu as toujours la capacité de changer, de réparer, de reconstruire. Et cela vaut plus que n'importe quel faux pas. Arrête de te parler comme si tu étais brisé pour toujours. Arrête de répéter à ton esprit cette histoire de défaite qui ne te sert plus. Change le scénario. Utilise chaque blessure comme un élan, chaque erreur comme un rappel, chaque chute comme une fondation. Parce que les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne sont jamais tombées. Ce sont celles qui ont appris à tomber avec dignité et à se relever avec direction. Ce qui semble aujourd'hui être ta fin peut être le chapitre le plus puissant de ton histoire si tu décides de le raconter différemment. Non pas à partir de la victimisation, mais à partir de la croissance. Non pas à partir de la honte, mais à partir de la transformation. Parce que le véritable pouvoir n'est pas d'éviter la douleur. Il est de la transformer en quelque chose d'utile, en quelque chose qui te renforce, qui t'ouvre les yeux, qui affine ton caractère. Alors, si tu es tombé, relève-toi. Mais ne te relève pas de la même façon. Relève-toi avec plus de clarté, avec plus de fermeté, avec plus de vérité. Parce que maintenant tu sais à quel point il est douloureux de te perdre. Et cette conscience sera ton plus grand guide pour ne plus te trahir. Tu n'es pas ta chute. Tu es ta capacité à te relever. Et ce pouvoir, personne ne peut te le prendre.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Tôt ou tard, tu vas devoir rompre avec toi-même, pas avec les autres, avec toi, avec cette version faible, complaisante, réactive, qui pendant des années t'a maintenu dans la médiocrité sans que tu t'en rendes compte. Cette partie de toi qui s'adapte à ce qui ne lui convient pas, qui préfère survivre plutôt que de grandir. Tu ne peux pas la réformer, tu ne peux pas la négocier, tu dois la détruire. Cette transformation n'est pas esthétique. Il ne s'agit pas de lire de belles phrases ou de répéter des affirmations devant le miroir. Il s'agit de prendre des décisions radicales, internes, non négociables. Le stoïcisme ne va pas te dire ce que tu veux entendre. Il va te montrer ce que tu as évité de voir. Il ne s'agit pas de guérir pour redevenir celui que tu étais avant. Il s'agit de brûler de l'intérieur pour ne plus jamais revenir à ce que tu étais. Tu veux un vrai changement ? Alors prépare-toi à être mal à l'aise, à être seul, à renoncer à tout ce qui ne soutient pas ton but, parce qu'il n'y a pas de nouvelle identité sans destruction préalable. Tu ne peux pas être fort si tu n'es pas prêt à brûler ce qui te rend faible. Ce n'est pas une histoire de rédemption, c'est une histoire de reconstruction à partir des ruines. Ce que tu vas entendre ne sont pas des conseils d'auto-assistance. Ce sont des principes stoïciens qui s'appliquent lorsque tu décides d'arrêter de fuir. Quand tu ne veux plus d'excuses, ni de validation, ni de raccourcis. Quand tu comprends que si tu continues à négocier avec tes émotions, tu vas continuer à vivre en pilote automatique. Tu vas rester coincé dans une vie que tu n'as pas choisie, avec un esprit programmé pour le conformisme. Les prochains points ne sont pas faits pour te motiver. Ils sont faits pour te bouger, pour te pousser à la limite, pour que tu prennes une décision. Parce que si tu n'agis pas maintenant, tu vas finir par défendre la vie que tu as juré de changer. Et si cela ne te fait pas peur, alors tu n'es pas encore prêt à laisser derrière toi celui que tu étais. Mais si quelque chose en toi s'est déjà brisé, alors fais attention, parce que cette fois-ci, il ne s'agit pas de s'améliorer. Il s'agit de renaître. 1. Brise ton reflet avant de chercher ta vérité. Imagine un miroir sale, couvert de poussière, de fissures et de taches. Maintenant, pense que toute ta vie, tu as cru que ce reflet déformé était toi. Tu as accepté cette image comme une vérité absolue, alors qu'en réalité, elle n'est qu'une projection de blessures, de peurs, de croyances imposées et de versions que d'autres ont façonnées dans ton esprit. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne remettent jamais en question ce reflet. Ils le défendent, le protègent, le décorent, mais ils n'osent jamais le briser. Briser le reflet signifie détruire cette image que tu croyais être, ne pas l'ajuster, ne pas la maquiller, la détruire. Parce que tant que tu continueras à te voir à travers la distorsion du passé, tu ne pourras pas accéder à ta vérité. Et c'est là que le principe stoïcien entre en jeu. Ton identité n'est pas dans ce que les autres disent que tu es, ni même dans ce que tu as répété pendant des années. Elle est dans ce que tu choisis d'être à partir de maintenant, avec des actions, pas avec des souvenirs. Tu n'es pas tes émotions, tes traumatismes, ni ton histoire. Tu es la volonté que tu as aujourd'hui de te réécrire. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas briser ce reflet parce qu'il leur donne de la sécurité. Même si c'est une image faible, brisée ou conformiste, elle est familière. Et le familier rassure, même quand il te détruit. C'est pourquoi tant de gens répètent des cycles, des relations et des comportements qu'ils savent inutiles. Parce qu'au fond, ils sont tombés amoureux de leur reflet endommagé. Et tant que tu ne te lasseras pas de te voir comme une victime, comme un faible, comme celui qui ne peut pas, tu continueras à protéger cette image. Le stoïcisme t'oblige à tout remettre en question. Non pas à partir de l'émotion, mais à partir de la raison.
Pourquoi je pense ce que je pense? Pourquoi j'agis comme j'agis? Qui m'a appris à réagir ainsi? Quelle partie de moi continue à obéir à des ordres que je n'ai jamais remis en question? Lorsque tu commences à te poser ces questions, cela dérange. Parce que tu te rends compte que beaucoup de parties de toi ne sont pas nées de ta liberté, mais de ta programmation. Et cela fait mal, mais cela libère aussi. Briser ce reflet ne se fait pas en un jour. C'est un processus de destruction consciente. Chaque fois que tu choisis une réaction différente, chaque fois que tu dis non quand avant tu disais oui par peur, chaque fois que tu prends une décision qui dérange les autres mais qui te met en accord avec toi-même, chacun de ces actes est une fissure de plus dans le vieux miroir, jusqu'à ce qu'un jour tu ne vois plus ton ancien reflet. Tu vois quelqu'un de nouveau, pas parfait, mais plus réel. N'attends pas de te sentir prêt, n'attends pas d'approbation. C'est quelque chose qui se fait en silence, avec détermination et sans négocier avec l'ancien moi. Parce que si tu attends que tout le monde comprenne ou célèbre, tu tombes dans le même piège. Personne ne va te valider pour avoir rompu avec ce qui te rendait faible. Beaucoup préféreront que tu restes le même que toujours, parce que c'est plus confortable pour eux. Mais tu n'es pas venu pour plaire. Tu es venu pour te construire. Le reflet n'est pas la vérité, ce n'est que le résultat de tes répétitions. Et si tu veux une nouvelle identité, alors commence à agir comme cette version dès aujourd'hui, même si tu ne te sens pas encore capable. Parce que l'action soutenue façonne l'identité, pas l'émotion passagère. Alors brise le miroir, ne le nettoie pas, ne l'ajuste pas, brise-le. Et quand tu le feras, tu comprendras que ta vérité a toujours été derrière cette image, attendant d'être libérée. 2. Embrasse la solitude comme ton premier acte de pouvoir. Beaucoup parlent de transformation, de changement, de devenir plus fort, mais peu comprennent que le premier pas vers cette version renouvelée ne se fait pas entouré de foule ni au milieu du bruit. Il se fait dans la solitude. C'est là, quand le silence t'enveloppe et que personne ne t'applaudit ni ne te sauve, que tu commences à te connaître vraiment. Imagine que ton esprit est comme une pièce. Plus tu mets de gens dedans, moins tu as d'espace pour toi. Et quand enfin tout le monde part, tu te retrouves face au vide. C'est le test. Ça te dérange? Bien. Ce malaise est la porte d'entrée. La société nous a fait craindre d'être seuls. On nous a appris à chercher constamment la validation, la compagnie même si elle est toxique, les distractions pour ne pas penser. Mais le stoïcisme propose tout le contraire. Seul celui qui apprend à être avec lui-même sans désespérer a la capacité de construire quelque chose de solide. Parce que la solitude n'est pas une absence, c'est un espace. Et cet espace est où ta structure interne est reconfigurée, où tu questionnes, nettoies, décides. Tu ne peux pas te transformer si tu restes accroché aux besoins de compagnie. La plupart des gens ne veulent pas lâcher prise parce qu'ils confondent être seul avec être incomplet. Mais la vérité est que tant que tu dépends des autres pour te sentir complet, tu resteras faible. Le véritable pouvoir naît lorsque tu comprends que tu n'as besoin de personne pour te valider, que ton chemin n'a pas besoin d'être compris par tout le monde, et que marcher seul n'est pas un signe d'échec, mais de clarté. Les stoïciens savaient cela. L'autosuffisance n'est pas l'isolement émotionnel, c'est l'indépendance du chaos. Celui qui n'ose pas être seul ne découvrira jamais ce qui lui fait vraiment mal, ni ce qu'il veut vraiment. Parce qu'il y a des choses qui n'apparaissent que lorsque tout le superficiel s'en va. Et oui, au début, ça fait mal. Ça fait mal de voir la dépendance, les insécurités, les masques que tu portais pour te sentir parti. Mais cette douleur est un processus de nettoyage. Tu ne peux pas construire une nouvelle identité sur des fondations contaminées. Et la solitude est l'outil qui permet de démolir le faux. Embrasse la solitude non pas comme une punition, mais comme une épreuve de feu. Un espace où tu ne fuis pas, mais où tu fais face. Où tu ne cherches pas le bruit, mais la clarté. Parce que c'est dans ce silence que les décisions les plus importantes prennent forme. Tu ne décides pas de changer alors que tu es entouré de voix contradictoires. Tu décides de changer quand tu n'entends que ta voix intérieure et que tu en assumes la responsabilité.
Il y a des gens qui ne parviennent jamais à changer parce que leur environnement agit comme une prison déguisée. Et tant qu'ils ne s'en éloignent pas, ils ne verront pas les barreaux. Si tu es entouré de distractions, de conversations vides, de liens qui te soutiennent seulement parce que tu as peur d'être seul, alors tu ne grandis pas. Tu survis. Et cela a un prix. Ta liberté. Tu n'as pas besoin de devenir un ermite ni de couper les liens avec tout le monde. Ce dont tu as besoin, c'est d'une solitude consciente, stratégique, forte, un espace réservé pour t'écouter avec une brutalité honnête. C'est là que le caractère se forge, c'est là que naissent les décisions fermes. Et là, dans ce vide apparent, tu trouveras ton noyau. Embrasser la solitude n'est pas une étape, c'est un outil que tu devras utiliser plus d'une fois sur ton chemin. Parce que plus tu montes haut, plus tout devient silencieux. N'aie pas peur de ce silence, sois reconnaissant. Parce que c'est dans ce silence que naît la véritable force. 3. Incinère ton histoire pour écrire ton destin. Un serpent, lorsqu'il ne mue pas sa peau, meurt lentement. Ce qui l'a autrefois protégé, avec le temps devient un piège. Cette vieille peau, si elle n'est pas éliminée, pourrit, se fissure, devient une prison. Il en va de même pour ton histoire. Les souvenirs qui t'ont autrefois aidé à te comprendre peuvent maintenant être le même poison qui t'empêche d'avancer. Le passé, lorsqu'il ne se transforme pas, s'accumule comme une couche morte sur ton présent. Et si tu n'apprends pas à la lâcher, tu ne pourras pas bouger. Tu sais ce que tu portes, ce que tu répètes dans ta tête quand personne ne te voit, les scènes que tu justifies encore et encore pour ta paralysie. Cette histoire où tu t'es vu faible, où tu as été trahi, où tu as échoué. Mais plus tu la répètes, plus tu la rends réelle. Et le pire, c'est qu'il arrive un moment où tu te confonds avec cette version. Tu ne sais plus si c'était une étape ou si c'est toi. Et là, tu te pièges, non pas parce que tu n'as pas de force, mais parce que tu continues à porter quelque chose qui ne t'appartient plus. Le stoïcisme ne tourne pas autour du pot. Il te montre que la souffrance ne se perpétue que lorsque tu la nourris toi-même. L'histoire n'a pas de pouvoir si tu ne le lui donnes pas. Personne ne peut rester attaché à ce qui est passé, sauf s'il décide volontairement de continuer à le porter. Et c'est ce que tu fais chaque fois que tu utilises ton histoire pour justifier ton inaction, pour justifier ta peur, ton désordre, ton manque d'engagement. Mais cette justification n'est pas vraie, c'est de l'attachement. C'est la peur de lâcher la vieille peau sans savoir qui tu seras après. Quand tu décides d'incinérer ton histoire, tu n'effaces pas ce que tu as vécu. Tu revendiques le droit d'écrire quelque chose de nouveau. Parce que si chaque jour tu te lèves en pensant à ce qu'on t'a fait, à ce que tu as perdu, à ce que tu as échoué, alors tu utilises le passé comme scénario. Et chaque acte que tu poses est conditionné par quelque chose qui n'existe plus. Tu ne peux pas changer ton destin si tu n'oses pas mettre le feu à ce que tu n'es plus. C'est aussi clair que ça, aussi cru que ça. Beaucoup s'accrochent à la douleur parce qu'elle leur donne une identité, parce qu'il est plus facile de dire « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé » que de dire « aujourd'hui, je choisis quelque chose de différent et j'en prends la responsabilité ». Mais le deuxième chemin est le seul qui transforme, le seul qui coupe le cycle, le seul qui te permet de regarder vers l'avant sans traîner des chaînes invisibles. Quand tu brûles ton histoire, tu brûles aussi les excuses. Tu te dénudes. Et dans ce vide, tu peux enfin construire à partir de zéro. Plus à partir de ce que les autres attendent, ni de ce que tu étais avant, mais de la version que tu veux être maintenant. Mais cette version a besoin d'espace. Et cet espace n'apparaît que lorsque tu arrêtes de vivre dans l'ancien. Ce n'est pas facile, je le sais. Tu vas avoir peur, tu vas douter, tu voudras regarder en arrière. Mais chaque fois que tu le fais, souviens-toi de ceci. Le serpent ne rentre pas dans sa vieille peau, parce que s'il le fait, il meurt. Et tu ne peux pas non plus continuer à revenir à ce que tu n'es plus. Si tu veux vraiment un nouveau destin, mets le feu. Et ne regarde pas en arrière. 4. Fais de ton feu intérieur ton nouveau lieu de repos. Le volcan le plus puissant n'est pas celui qui fait le plus de bruit.
c'est celui qui contient son feu sous contrôle. Il n'explose pas, il ne se déverse pas, il le transforme en force interne, en terre fertile, en pouvoir latent. C'est ainsi que doit être ton feu intérieur, non pas comme un cri désespéré, non pas comme une réaction débordante, mais comme un état profond d'énergie contenue, concentrée, dirigée. Ce feu est ton nouveau foyer. Tu n'es plus ici pour chercher la paix à l'extérieur, tu es ici pour apprendre à vivre avec ta propre intensité, sans te brûler. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à calmer l'émotion, à fuir le conflit, à éteindre le feu. On nous disait que la colère était mauvaise, que le désir était dangereux, que l'inconfort devait être évité. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ce feu peut aussi être ton allié. Le problème n'est pas ce que tu ressens, c'est de ne pas savoir quoi faire avec ce que tu ressens. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il ne te demande pas de réprimer tes émotions, il te demande de les domestiquer, de prendre la fureur et de la transformer en élan, de prendre la douleur et de la transformer en clarté, de prendre la frustration et de l'utiliser comme carburant pour ton but. Ton feu intérieur, lorsqu'il est désordonné, détruit. Mais quand tu le diriges, il construit. Et cela ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est inconfortable. Cela exige de la discipline. Cela exige que tu arrêtes de justifier tes explosions en disant « c'est comme ça que je suis » et que tu commences à t'observer comme quelqu'un qui observe un volcan de l'intérieur, avec respect, avec conscience, en comprenant que l'intensité que tu portes en toi n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir mal entraîné. Les hommes et les femmes qui parviennent à changer leur vie ne sont pas ceux qui éteignent leur feu, mais ceux qui font de leur feu leur temple. Ceux qui, au lieu de fuir l'inconfort, en font une routine. Ceux qui, au lieu de chercher du réconfort à l'extérieur, se retrouvent avec leur propre flamme et apprennent à vivre avec elle. Parce que lorsque tu fais de ton feu ton lieu de repos, le chaos ne te fait plus peur. Tu t'habitues à penser avec de la chaleur dans l'esprit, mais avec du froid dans les décisions. À bouger avec intensité, mais sans désespoir. Ce point n'est pas de la poésie, c'est un avertissement. Si tu ne te fais pas ami de ton feu, tu seras esclave de tes impulsions. Et une impulsion mal dirigée peut te coûter toute une vie. Combien de décisions as-tu prises dans la colère et ensuite tu as regretté? Combien de fois as-tu laissé ton feu te consumer parce que tu ne savais pas comment le canaliser? Le stoïcisme le rend clair. Tu n'es pas libre tant que tu ne maîtrises pas ton intérieur. Et cela ne se fait pas en supprimant ce que tu ressens. Cela se fait en décidant comment l'utiliser. Tu vas avoir des jours de colère, tu vas ressentir de la frustration, tu vas éprouver des désirs intenses. Et c'est normal, c'est une partie de ta nature humaine. Mais ce qui fera la différence, ce n'est pas que tu ressentes ou non, c'est ce que tu fais avec ce que tu ressens. Tu peux construire une nouvelle vie à partir de ce feu, ou tu peux répéter les mêmes erreurs par manque de courage à regarder à l'intérieur et à mettre de l'ordre. Fais de ton feu intérieur ton refuge, pas ton châtiment. Que lorsque la vie te pousse, tu ne perdes pas le contrôle. Que lorsque tout s'effondre à l'extérieur, tu ne trembles pas à l'intérieur. Parce que si ton feu est avec toi, alors tu n'as besoin de rien d'autre. Tout le reste peut échouer, mais pas toi. Parce que tu as l'énergie, la colère, la passion et la concentration brûlant à l'intérieur. Silencieux, ferme, imparable. C'est là que commence la véritable transformation. C'est là que commence la nouvelle identité. 5. Interroge chaque pensée comme si elle était une traîtresse. Un château peut être impénétrable de l'extérieur, mais s'il y a un espion à l'intérieur, il est condamné dès le début. Il en va de même pour ton esprit. Tu peux t'efforcer, travailler dur, montrer de la force face au monde, mais si tu permets à certaines pensées de vivre dans ta tête sans être remises en question, elles te renverseront de l'intérieur. Et le pire, c'est que beaucoup de ces pensées ne sont pas arrivées par choix. Elles se sont infiltrées. Elles ont été semées depuis l'enfance, depuis les blessures, depuis les voix des autres, et si tu ne les arrêtes pas, elles te trahissent chaque fois que tu essaies d'avancer. Le problème, c'est que la plupart des gens ne les remettent pas en question. Ils les acceptent, ils les répètent.
Ils les prennent pour des vérités absolues, simplement parce qu'elles leur sont familières. Je ne suis pas assez. Je vais échouer encore une fois. Ce n'est pas pour moi. Mieux vaut ne pas essayer. Des phrases déguisées en réalité, mais pleines de poison. Chaque pensée que tu acceptes sans examen peut te coûter des opportunités, des relations, des décisions. Parce que ce que tu penses, sans t'en rendre compte, tu finis par le transformer en guide. Et si ton guide est un traître, ton chemin sera un sabotage déguisé en logique. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu ne penses pas, il cherche à ce que tu penses clairement. Que chaque pensée qui apparaît soit interrogée comme si tu ne lui faisais pas confiance. D'où vient cette pensée que j'ai ? Est-elle mienne ou est-elle une répétition héritée ? Cette pensée me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle ? Si tu ne poses pas ces questions, tu marches les yeux bandés et tu fais confiance à un esprit que tu n'as pas nettoyé. Il ne s'agit pas de penser positivement. Il s'agit de penser avec précision, de prendre le contrôle du filtre que tu utilises pour interpréter ce qui t'arrive. Il y a des gens qui ont construit toute leur vie sur des pensées qui n'ont jamais été les leurs, qui croient qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne valent pas, qu'ils ne méritent pas, simplement parce que quelqu'un dans le passé l'a dit, et ils l'ont répété si souvent qu'il est devenu une partie de leur identité. Mais ce n'est pas une identité, c'est de la programmation. Et elle se brise quand tu as le courage de faire face à ce qui résonne en toi et de dire « Cela ne m'appartient pas, ce n'est pas vrai, je ne l'accepte plus ». C'est inconfortable au début, parce que tu vas découvrir que beaucoup de tes réactions automatiques, tes insécurités, ton anxiété, proviennent de pensées que tu as laissées grandir sans contrôle. Mais c'est aussi libérateur, parce que lorsque tu les identifies, elles ne commandent plus. Elles n'agissent plus comme des ombres invisibles qui te freinent. Elles sont exposées, elles sont vues, elles sont affaiblies. Et tu récupères le pouvoir que tu avais donné sans t'en rendre compte. Chaque fois qu'une pensée te dit que tu ne peux pas, que ça ne vaut pas la peine, que c'est trop tard, affronte-la, ne l'ignore pas, ne la couvre pas. Regarde-la en face, demande-lui qui l'a mise là, et si la réponse ne te convainc pas, jette-la. Parce que l'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire traître, et la différence réside dans la vigilance que tu as sur ce que tu permets de vivre en lui. Tu ne peux pas transformer ta vie si tu ne transformes pas ton dialogue interne. Si chaque jour tu te lèves et la première pensée qui te visite est celle qui te réduit, qui te limite, qui te sabote, alors tu as déjà commencé la journée en perdant. Mais si cette pensée est confrontée, si tu changes le scénario, si tu réponds par une action ferme, alors tu reprends le contrôle. Et ce contrôle s'accumule, jour après jour, jusqu'à ce que tu ne sois plus la victime de ce que tu penses, mais l'architecte de ce que tu crois. Ne sous-estime pas une pensée. Une seule peut te freiner pendant des années. Elle peut t'empêcher de prendre une décision qui change tout. C'est pourquoi chacune doit être interrogée, évaluée, jugée, parce que toutes ne méritent pas de rester. Certaines sont là juste pour saboter ton ascension. Et tu es ici pour rompre avec ça. Alors à partir de maintenant, chaque pensée qui entre, tu la vérifies. Et si elle n'ajoute rien, tu l'expulses, sans peur, sans excuse, comme tu le ferais avec un traître, parce que c'est exactement ce qu'elle est. 6. Réécris ton identité avec des actes, pas des intentions. Un marteau peut avoir la forme parfaite, le poids idéal, le meilleur acier, mais s'il ne frappe jamais, il ne construit rien. De même, tes intentions, aussi nobles soient-elles, ne servent à rien si tu ne les mets pas en action. Parce que ton identité ne se forme pas par ce que tu dis que tu vas faire, mais par ce que tu fais quand personne ne te voit, quand il n'y a pas de témoin, quand il serait facile de rester le même. C'est la vérité que beaucoup évitent. Ils tombent amoureux du plan, mais craignent le premier pas. Tu te répètes que tu vas changer, que tu vas commencer, que cette fois-ci sera différente. Et pendant un moment, tu y crois. Tu te fais des illusions avec l'image mentale de la nouvelle version de toi-même. Plus fort, plus discipliné, plus libre. Mais ensuite, un jour passe, 2 jours, 1 semaine, et tu es toujours exactement la même personne. Pourquoi ? Parce qu'au fond, même si tu le veux, tu ne le montres pas. Et si tu ne le montres pas, ça n'existe pas. Les mots sans action pourrissent. Les intentions sans pratique sont des fantasmes.
Le stoïcisme le rend clair. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu prévois. Si tu veux être une personne plus ferme, alors agis avec fermeté. Si tu veux arrêter de dépendre des autres, alors arrête de justifier ta dépendance. Si tu veux avoir de la discipline, commence à faire les choses même si tu n'en as pas envie. Parce que ce que tu répètes devient une habitude, et tes habitudes sont les briques qui soutiennent ton identité. Peu importe combien tu y as pensé, si tu ne le fais pas, ce n'est pas réel. Il y a un piège très commun. Tu crois que parce que tu y as pensé intensément, cela te rapproche du changement. Mais penser ne transforme pas. Agir, oui. Et je ne parle pas d'action parfaite, je parle de décision visible. Que tu fasses quelque chose de différent aujourd'hui, en ce moment. Petit, oui, mais réel. Parce que c'est le premier coup de marteau. C'est le début d'une nouvelle structure interne. Chaque fois que tu tiens ce que tu t'es promis, même dans le moindre détail, tu réécris ton esprit. Tu lui dis, c'est ce que nous sommes, maintenant. Et l'inverse est également vrai. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu renforces l'ancienne identité. Celle qui procrastine, celle qui promet mais ne tient pas, celle qui parle bien mais agit avec peur. Et cette version ne te mènera nulle part. C'est cette version que tu veux justement laisser derrière toi. Mais elle ne part pas avec des souhaits, elle part avec des faits. Les personnes que tu admires, celles qui semblent implacables, ne le sont pas parce qu'elles ont plus de chance ou moins de peur. Elles le sont parce qu'elles ont décidé d'agir même avec peur. Parce que chaque jour, quand personne ne les obligeait, elles ont tenu. Même si c'était difficile, même si elles échouaient parfois, elles se sont relevées et l'ont fait à nouveau. Et avec chaque acte, leur esprit a compris qu'elles n'étaient plus qui elles étaient avant. Qu'elles cessaient d'être cette version faible pour devenir quelqu'un digne de respect, en commençant par le respect de soi. Ton identité n'est pas un tatouage. Elle n'est pas gravée dans la pierre. Elle est malléable. Et c'est la chose la plus puissante que tu peux comprendre. Tu peux changer qui tu es, mais tu ne le feras pas à partir de l'émotion. Tu le feras à partir de la discipline, du mouvement, de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que quand il y a cohérence, il y a du pouvoir. Et ce pouvoir est celui qui te soutient même les jours où tout semble contre toi. Alors, arrête de dire qui tu vas être. Commence à l'être. Pas avec des discours, avec des actes. Frappe le premier clou. Fais le premier pas. Fais-le inconfortable, mais fais-le. Parce que chaque action compte. Chaque acte construit. Et chaque jour où tu tiens ce que tu as dit, c'est un jour de moins où tu es esclave de ton ancienne identité. C'est un jour de plus où tu te transformes en ce que tu mérites d'être. 7. Telles les voies qui sabotent ton ascension. Un escalier peut être solide, sûr, bien construit. Mais si quelqu'un te crie du bas que tu n'es pas capable, que tu vas tomber, que tu n'es pas fait pour monter, et que tu l'écoutes, alors les pas ne s'arrêtent pas à cause de la faiblesse physique, ils s'arrêtent à cause de la pollution mentale. C'est ainsi que fonctionnent ces voies. Certaines viennent de l'extérieur, d'autres vivent déjà en toi. Mais toutes ont le même objectif, t'empêcher de monter. Qu'ils te gardent exactement là où tu es, confortable, prévisible, docile, la tête baissée. La réalité est la suivante. Tu ne pourras jamais te transformer si tu continues à prêter attention à chaque critique, à chaque jugement, à chaque regard qui remet en question ta croissance. Parce que grandir dérange. Parce que lorsque tu t'élèves, les autres sont forcés de se regarder. Et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit. Certains voudront te ramener à l'ancienne version de toi, celle qui leur semblait plus facile à gérer. D'autres projettent simplement leur peur et la déguisent en conseil. Ils te diront d'être réaliste, de ne pas t'éloigner, de ne pas trop changer. Mais ils ne parlent pas de toi, ils parlent d'eux. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur n'a de pouvoir que si tu décides de le lui donner. Qu'aucun jugement ne peut te blesser si tu ne le prends pas pour une vérité. Et cela s'applique aussi aux voix intérieures, parce que souvent, tu n'as plus besoin que quelqu'un de l'extérieur te sabote. Tu as appris à le faire tout seul. Avec cette voix qui dit que tu n'es pas assez,
que tu n'y arriveras pas, que tu ferais mieux de te contenter. Cette voix n'est pas la tienne, c'est un héritage. Et si tu ne la remets pas en question, elle te dirigera comme un marionnettiste invisible. Pour grandir, tu as besoin de silence, mais pas le silence de l'environnement, le silence intérieur. Celui où les doutes ne deviennent pas des ordres, où la peur ne se déguise pas en logique. Cet espace mental où tu décides quelle pensée reste et laquelle part. Parce que si tu ne nettoies pas ton esprit, tout ce que tu construis s'effondrera de l'intérieur. Les voix ne s'éteignent pas avec des cris, elles s'éteignent avec la décision, avec la direction, avec des actes fermes qui démontrent qu'elles ne commandent plus. Il ne s'agit pas d'ignorer tous les conseils, il s'agit de savoir filtrer. Cette voix me pousse-t-elle ou me retient-elle? Me défie-t-elle ou m'écrase-t-elle? Vient-elle de l'amour ou de la peur? Et si elle n'ajoute rien, tu la tais, sans drame, sans explication. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence qui ne réagit pas, qui ne joue pas le jeu, qui n'a pas besoin de se défendre parce qu'il a déjà choisi son chemin. Beaucoup perdent de la force parce qu'ils discutent avec chaque critique, parce qu'ils essaient de convaincre ceux qui ne les comprendront jamais. Mais cet effort épuise, et cet épuisement te détourne. Plus tu dépenses d'énergie à te justifier, moins tu as d'énergie pour construire. Alors laisse-les parler, laisse-les douter, laisse-les donner leur avis. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour monter. Et pour cela, tu as besoin de te concentrer sur l'essentiel, ta mission, ta transformation, ta vérité. Quand tu tairas ces voix, tu remarqueras quelque chose. Ton énergie change, ta clarté augmente, ton pas devient ferme, tu ne traînes plus de jugement, tu ne portes plus de culpabilité, tu montes avec détermination, avec direction. Et le plus important, en paix. Parce que la paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de but. Et le but ne crie pas, le but chuchote. Mais tu ne peux l'entendre que si tu tais le bruit de ce que tu n'es pas. Alors à partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une voix essaiera de saboter ton avancement, rappelle-toi ceci, tu n'as pas à lui répondre, tu as juste à avancer. Que ton ascension soit la réponse, que ta transformation parle pour toi, parce que les voix qui te confondaient auparavant cesseront d'avoir du pouvoir quand elles ne vivront plus en toi. Et quand cela arrivera, rien ne pourra t'arrêter. 8. Construis une routine qui te soutienne quand tout le reste s'effondre. Pense à un bâtiment au milieu d'un tremblement de terre. Peu importe à quel point il est beau de l'extérieur, si sa structure interne n'est pas solide, il tombera. C'est ainsi que fonctionne ta vie. Tu peux avoir des objectifs, de la motivation, voire des moments de clarté. Mais si tu n'as pas une routine solide pour te soutenir, n'importe quel coup émotionnel, n'importe quel changement inattendu ou n'importe quelle baisse mentale te fera s'effondrer. La routine est ce qui reste debout même quand tu ne peux pas. C'est le système qui ne négocie pas avec tes émotions, celui qui agit quand tu hésites. Le problème, c'est que beaucoup n'agissent que lorsqu'ils se sentent bien. S'ils ont de l'énergie, ils le font. S'ils sont de bonne humeur, ils s'acquittent. S'ils sont motivés, ils avancent. Mais dès que quelque chose se gâte, ils abandonnent tout. Parce qu'ils ont tout construit sur un état émotionnel et non sur une structure. Et c'est là l'erreur. Tu ne peux pas laisser ton progrès dépendre de ce que tu ressens. Il doit dépendre de ce que tu as décidé. De ce que tu sais que tu as besoin, pas de ce que tu veux à ce moment-là. Le stoïcisme est clair. Ce qui est répété se renforce. Et une routine bien conçue est l'entraînement quotidien de ton caractère. Il ne s'agit pas de te remplir d'activités vides. Il s'agit d'avoir une discipline minimale, mais inébranlable. Un ensemble d'actions qui sont exécutées tous les jours. Peu importe s'il y a du chaos à l'extérieur, si ton esprit est fatigué, ou si ton environnement ne coopère pas. Parce que ces actions, aussi petites soient-elles, sont les piliers de ta nouvelle identité. Une routine solide n'est pas une prison, c'est une armure. Elle te protège du chaos. Elle te rappelle qui tu es quand tout autour de toi essaie de te confondre. Et le plus important, elle te donne une direction. Au milieu d'une tempête, tu n'as pas besoin de te sentir bien.
Tu as besoin de bouger. Tu as besoin d'avoir une idée claire de ce qu'il faut faire. Et si ta routine est bien construite, tu n'auras pas à trop réfléchir. Juste agir. Les personnes les plus fortes n'improvisent pas leur stabilité. Elles la construisent, jour après jour. Et quand le coup arrive, elles ne tombent pas parce que leur esprit est indemne, mais parce que leur routine ne s'arrête pas. La routine continue, et en continuant, elle ramène l'esprit vers l'ordre. C'est la clé. Ta routine te discipline même quand ton émotion te trahit. Ta routine te sauve quand tout le reste échoue. Alors conçois-en une qui ne dépend pas de la motivation, qui ne se base pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu sais, qui te force à bouger, à te concentrer, à répondre à ton but. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être à toi, constante, intentionnelle, parce que quand tout s'effondre, quand le doute et le chaos apparaissent, cette routine sera le seul endroit qui ne tombe pas. Ce sera le refuge, la base, et aussi le rappel que toi, même dans tes pires jours, tu es toujours capable de te soutenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.